tous, merci d'être là, merci à vous d'avoir pu venir malgré toutes les péripéties qu'on a pu rencontrer depuis hier. Donc on se retrouve ce soir pour discuter d'un sujet qui nous a questionné mes camarades et moi. Nous sommes posés quelques questions du coup sur la façon dont les enfants et les adolescents utilisent les plateformes numériques, notamment dans la musique, à l'ère actuelle. Parmi les contenus proposés par les plateformes en ligne, nombreux d'entre eux font référence à des contenus et des paroles explicites à travers des morceaux joués. Le contrôle parental sur les plateformes de musique est régi par les plateformes elles-mêmes. Il n'y a pas en fait un système qui est global à toutes les plateformes. C'est ce qui nous a questionné notamment. Le contrôle parental sur les plateformes de musique est régi donc par chacune de celles-ci. La plupart des plateformes de musique ont mis en place des outils de contrôle parental pour aider les parents à protéger leurs enfants contre les contenus inappropriés. Donc ces outils peuvent inclure des filtres de contenu, des restrictions d'âge pour les comptes, des options de blocage et des paramètres de confidentialité. Les parents peuvent également utiliser des applications tierces pour surveiller et limiter l'accès de leurs enfants à certaines plateformes de musique. Cependant, il est important de noter que les outils de contrôle parental ne sont pas infaillibles et que les parents doivent rester vigilants quant à la façon dont leurs enfants utilisent les plateformes de musique. Les parents doivent également avoir des conversations ouvertes avec leurs enfants sur les contenus appropriés et inappropriés qui sont à leur disposition en ligne pour leur âge, ainsi que sur les risques potentiels liés à l'utilisation d'Internet dans un terme plus général. Donc nous nous efforçons ainsi de nous demander comment cela est-il contrôlé et appréhendé, que ce soit du côté des instances professionnelles comme les labels ou les plateformes elles-mêmes, ou encore dans un cadre plus familial ou encore scolaire. Est-ce que du coup il y a des sensibilisations qui sont faites à ce niveau-là, et si oui, sont-elles suffisantes? Nous avons pu remarquer du coup que certaines plateformes préviennent les morceaux contenant un ou plusieurs contenus explicites avec la lettre E qui se situe juste à côté du morceau exposé. Donc le logo explicite il est appliqué lorsque les paroles ou le contenu d'une chanson contient un ou plusieurs critères qui pourraient être considérés comme offensants et ou inappropriés pour les mineurs, à savoir un langage vulgaire et ou discriminatoire, les références à la violence, à la maltraitance physique ou mentale, ainsi que les références au comportement sexuel. Donc on s'est posé de nombreuses questions autour de tout ça, notamment qui attribue ce fameux contenu explicite, comment est-il attribué. On s'est également demandé s'il ne faisait pas l'objet de stratégies marketing, parce qu'on sait que, par exemple dans le rap, c'est beaucoup recherché parce que ça fait plus d'audience et que ça fait un petit peu parler dans les médias. On s'est aussi demandé si est-ce qu'il fallait censurer ces contenus musicaux ou au contraire sensibiliser les enfants et adolescents dès le plus jeune âge au sujet abordé dans ces contenus, et est-ce qu'il ne faut-il pas de ce fait sensibiliser les parents. Et donc en France, le contrôle parental sur ces contenus musicaux, il n'est pas systématique, alors que par exemple aux États-Unis il l'est. Donc on s'est demandé pourquoi. Donc voilà, donc, je remercie les trois intervenants qui sont ici avec nous ce soir. Donc nous avons Roman Tayakout, qui est chef de projet du label Rap Jeune à Jamais, qui est un label du coup de distribution et d'édition d'artistes. Donc merci beaucoup d'être là. Ensuite nous avons Johanna Lemler, donc autrice du livre 101 questions sur TikTok, qui est juste là, qui est directrice générale de Change Factory, qui est un cabinet de conseil qui accompagne les entreprises dans leur stratégie de positionnement et de communication. Merci beaucoup d'être là. Merci. Et enfin, nous avons Sophie GL, professeure à l'Université de Paris 8 et membre du CEMTI, qui a fait plusieurs recherches sur les activités médiatiques et numériques des jeunes. C'est notamment ce qui nous a beaucoup intéressés aujourd'hui. Et elle a travaillé au CSA jusqu'en 2006. Voilà, merci beaucoup d'être là. Donc, on espère que vous pourrez répondre à certaines de nos questions tout en discutant tous les trois. On a rangé toute cette discussion sous forme de 4 grands thèmes. Donc le premier, ce sera l'accès des enfants et des adolescents aux plateformes numériques ainsi qu'aux réseaux sociaux aujourd'hui. Donc je pense que justement TikTok ça peut être très intéressant comme ça prend beaucoup d'ampleur et on se demande comment les enfants et les parents doivent appréhender cette application.
Ensuite, du coup, on va parler vraiment du contenu explicite, comment il est attribué et justement de toutes ces fameuses stratégies marketing dans le rap et toutes les complications que ça engendre derrière. Ensuite, on va aborder une question un peu plus large donc sur le contrôle parental. Donc là, on va un petit peu divaguer sur tout ce qui est YouTube aussi. Comment du coup ce dernier est-il régi et pourquoi n'est-il pas systématique? Et enfin, du coup, on finira sur une dernière question qui est... en fait, il faudrait qu'on essaie de déterminer la frontière qui est assez floue finalement entre la censure et la prévention. Voilà. Donc, et les sensibilisations qui sont déjà mises en place et celles qui devraient potentiellement l'être. Voilà. Hop. Donc on va commencer sur le premier thème, l'accès aux plateformes numériques. Alors, est-ce que c'est un danger pour les enfants ou est-ce que, au contraire, vous pensez que ça pourrait être plus une ouverture sur le monde? Et est-ce que ça pourrait... Voilà. Je vous laisse... est-ce que quelqu'un veut commencer là-dessus? Je peux commencer rapidement, après ça va être un avis assez général. Moi, de mon impression, ça va peut-être être bateau, hein, mais je fais partie de cette génération en tout cas qui a toujours vécu avec toute forme de réseaux sociaux, que ce soit les skyblogs, MySpace j'ai pas connu, mais les skyblogs, par la suite Facebook, bref, même YouTube, etc. J'y suis allé très très tôt, je pense, depuis mes 9, 10, 11 ans, quelque chose comme ça. Et pour être tout à fait honnête, je trouve que c'est quand même une sacrée chance, dans le sens où aujourd'hui, j'aurais pas mon métier si j'avais pas eu accès à toutes ces informations que me permettait d'avoir Internet sans être forcément face à un écran, comme la télévision, où on va être inactif. Internet, c'est quand même, peut-être que ça a un peu changé, on pourra en parler, mais à l'époque, c'était quand même un lieu de forum, d'échange. On pouvait apprendre aussi énormément par soi-même. C'est un lieu où on pouvait faire des rencontres, se former à des choses comme le montage vidéo, le montage audio, bref, plein de choses comme ça, qui ont fait que petit à petit, j'ai toujours eu un peu ce côté montage, et qui ont fait que par la suite j'ai pu travailler dans la communication. C'est grâce à cet aspect communication que j'ai pu rentrer dans le label où je travaille aujourd'hui. Donc c'est un peu une vision très personnelle que j'ai peut-être, mais j'ai vu beaucoup de gens avoir ce côté autodidacte grâce à Internet et notamment grâce aux réseaux sociaux et la création de contenu autour de ça, quoi. Voilà. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez continuer là-dessus? Oui, merci pour cette question qui est d'entrée de jeu assez costaude, parce qu'il n'y a pas de réponse tranchée. Alors, vous m'avez présenté, mais je suis aussi là avec une casquette supplémentaire bonus, puisque je suis la maman de 3 enfants, de respectivement 11, 9 et 5 ans. Et je peux dire à la fois que cet accès aux réseaux sociaux est effectivement une chance énorme, une opportunité d'apprendre, tu l'as dit. Il y a beaucoup de gens qui n'apprennent plus ailleurs que sur TikTok certaines choses. Si vous voulez apprendre à maîtriser des outils comme Excel ou comme PowerPoint, il y a vraiment des super ressources sur TikTok par exemple. Et il y a énormément de fun. Je veux dire, j'ai fait la chorégraphie de Mercredi Adams avec ma fille. Je lui ai juré que je pouvais pas vous la montrer, enfin que je vous la montrerai pas, donc je suis désolée parce que vous manquez un énorme moment d'anthologie. Mais il y a voilà, beaucoup de moments de fun aussi à partager entre les générations grâce aux réseaux sociaux. Et par ailleurs, moi je suis tombée sur du contenu dont je me suis dit que je préférerais que mes filles ou mon petit ne tombent pas dessus. Mais j'ai envie de vous dire un peu comme quand ils sortent dans la rue. J'ai très envie qu'ils puissent sortir et je ne vais pas les enfermer dans leur chambre. En même temps, j'ai très envie qu'ils ne fassent pas de mauvaises rencontres. Donc, ce qui se passe un peu sur les réseaux sociaux, c'est ce qui se passe aussi dans la vie en général, en très concentré, en très rapide, en accès illimité, libre, etc. Mais voilà, ça fait partie de la vie comme le reste, j'ai envie de dire. Voilà. Merci beaucoup. Oui, pour moi aussi, c'est compliqué d'avoir un point de vue général. Alors, je ne vais pas avoir un point de vue personnel. C'est vrai que je fais beaucoup d'enquêtes auprès d'adolescents, plutôt. Hein. J'ai fait aussi une enquête très passionnante sur les tout-petits et la manière dont les parents
parce que c'est aussi ça. On découvre avec certaines enquêtes, pas seulement les miennes, mais que les 0-2 ans sont très très présents devant YouTube aussi. Mais là, bon, on va dire avec les parents, enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à 10-12 ans. Hein. Donc j'ai fait beaucoup d'enquêtes et donc à la fois, c'est une question qu'on ne peut pas vraiment se poser, c'est-à-dire les réseaux sociaux sont là, ils font partie de la sociabilité des adolescents. Ils font partie même de ce que on peut appeler leur carrière sociale. On peut aussi quand même s'en inquiéter parce que ce que j'observe, donc moi je traite, si vous voulez, avec des collègues, plusieurs milliers de réponses à un questionnaire qui est réalisé en Normandie auprès de, ça dépend des années, mais c'est entre 2 et 6 000 ou 7 000 jeunes. Donc c'est un questionnaire qui est passé par les CMEA qui interviennent sur un gros dispositif qui s'appelle Éducation aux écrans. Et donc on recueille chaque année des informations sur le nombre de réseaux sociaux sur lesquels ils ont ouvert un compte et le nombre de réseaux sociaux en fait ne cesse d'augmenter. C'est-à-dire qu'ils ont des portefeuilles qui sont de 4, 5, voilà. Donc du coup c'est quand même très lourd à gérer pour des adolescents de 15-16 ans, même s'ils sont loin d'être aussi niais que certains médias peuvent l'imaginer. C'est pas ça, ils ont un esprit critique, ils ont une réflexion, ils ont aussi beaucoup d'expériences dures qui les ont soit directes, soit personnelles, soit de leurs amis qui les ont incités à avoir des conduites de prudence, on va dire. Voilà, mais ça fait beaucoup, c'est lourd à gérer, donc c'est à la fois une chance. De toute façon, voilà, ils sont là. Et ce que j'observe, c'est que on ne peut pas du tout donc être trop général dans nos conclusions, parce que d'une part, il y a la question de l'âge. Donc selon l'âge, voilà, ils sont très présents dès 10 ans sur TikTok. Ça mérite accompagnement, on va dire, au minimum. Donc il y a la question de l'âge, il y a la question aussi du genre. C'est-à-dire que la vie des filles sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout la même que la vie des garçons, même s'ils sont sur les mêmes plateformes. Le niveau d'inquiétude, moi ça, je vois ça, donc cet observatoire-là, je le traite depuis 2014. Donc ce que je vois, c'est une augmentation, en tout cas un niveau très élevé d'inquiétude chez les filles, de harcèlement, de menaces, d'insultes, etc. Un niveau aussi très élevé de contenu choquant qu'ils rencontrent. Et chez les garçons, c'est pas la même chose, l'expérience n'est pas la même, alors pour plein de raisons culturelles, évidemment, sociales aussi, qui font que les garçons se disent moins sensibles, mais aussi que les garçons sont en général moins agressés, sauf s'ils ont une orientation sexuelle sauf s'ils ont l'air d'être homosexuels, à ce moment-là, ils vont être eux aussi, ou s'ils ont un certain nombre de problèmes d'apparence qui vont aussi en faire des boucs émissaires, mais sinon leur vie est beaucoup plus tranquille, plus cool sur les réseaux sociaux. Donc ça aussi c'est un problème. Voilà, pour l'instant je vais dire ça et je compléterai plus tard. Merci beaucoup. Et alors du coup, en ce qui concerne toute la musique qui est sur ces plateformes-là, on a pris connaissance de beaucoup de choses et on s'est rendu compte que, par exemple, sur YouTube ou sur Spotify, il y avait des plateformes, comme des sous-plateformes en fait, où il y a un système de filtrage des musiques qui s'appelle donc YouTube Kids et Spotify Kids. Et en fait, on s'est aussi demandé pourquoi on n'en entend pas parler. Parce qu'en fait, on a découvert ça vraiment en faisant des recherches. Et avant ça, avec toutes les pubs qu'on voit sur les réseaux, sur tout ça, on n'en a jamais entendu parler. Et du coup, on se demande pourquoi. Parce qu'en fait, vraiment, il faut que les parents aillent chercher ça pour le savoir, ou alors du bouche à oreille. Et du coup, on se demandait justement aussi pourquoi il n'y avait pas plus de communiqué là-dessus. Et on trouve ça aussi dommage. Voilà. Mais en tout cas, merci pour vos interventions. Du coup, je pense qu'on a globalement fait... Ça, c'était plus pour introduire un petit peu. Donc, je pense qu'on va directement passer au contenu explicite dont je vous parlais tout à l'heure. Les algorithmes, ils ne peuvent évidemment pas bloquer tous les contenus. Et c'est justement là qu'est le problème. C'est que, comme je vous ai dit, il faut que ce soit vraiment un langage spécifique.
Typiquement, Deezer, ils ont une intelligence artificielle qui s'appelle Splitter, où c'est vraiment, en fait, c'est au mot. Au mot près, quoi. Et du coup, en fait, il y a plein de choses qui passent à travers ça, comme toutes les métaphores ou les phrases à double sens. Et du coup, justement, c'est là qu'on pense qu'il peut y avoir des petits soucis par rapport aux enfants qui écoutent ce genre de contenu. Puis après, par expérience personnelle, en animation, j'ai aussi pu voir de nombreux enfants dans la cour de récréation chanter des morceaux de rap, notamment, qui avaient beaucoup de contenu et de paroles qu'ils ne comprennent eux-mêmes pas, mais pourtant ils les chantent quand même. Et du coup, voilà, j'aimerais voir avec vous si est-ce que vous pensez que ça pose problème, justement. Est-ce qu'il faut les sensibiliser là-dessus? Est-ce qu'il faut sensibiliser les parents aussi à ça? Et donc voilà pour cette question. Ouais. Pour répondre juste à la question, par exemple, du E qu'on voit souvent d'explicite au niveau des titres, je vais parler du côté label. En fait, quelle est l'importance pour nous quand on va faire un titre de rap avec, ou même d'autres titres, il n'y a pas que le rap qui fait de l'explicite, mais un titre explicite. Nous, on a ce qu'on appelle des sortes de plateformes de distribution qu'on a en backstage. Donc c'est quand on va commencer à upload nos titres pour qu'ensuite ils soient distribués sur tout ce qu'on appelle les DSP. Donc les DSP, ça va être Deezer, Spotify, Apple Music, Napster, etc. Lorsqu'on remplit du coup le formulaire de nos titres, où on va être par exemple le compositeur, l'interprète, etc., on doit mettre si le titre est explicite ou non. Si le titre est distribué alors qu'il n'est pas explicite, qu'il est explicite mais qu'on n'a pas mis qu'il est explicite, effectivement, il se peut qu'il reste un peu sur les plateformes et que par la suite, il soit repéré, qu'il soit mis automatiquement en explicite ou des choses comme ça. Il y a quand même un enjeu, en tout cas, je ne vais pas pouvoir parler pour tout ce qui est des artistes qui vont distribuer par eux-mêmes leurs titres sur les plateformes. Ça, je ne peux pas en parler parce que c'est... Effectivement, il y a peut-être moins de contrôle. Mais du côté label, distributeur, si on met un titre explicite en ne le mentionnant pas en explicite, la plateforme... Pardon, je me perds un peu. Mais notre travail en tant que distributeur, c'est de présenter aux plateformes nos sorties. C'est-à-dire que, je sais pas, vous êtes déjà allé sur Spotify, sur Deezer, il y a des playlists qui sont créées par ces DSP et qui mettent en avant un peu nos titres. Donc si nos titres, on n'a pas dit qu'ils étaient explicites et qu'ils le sont, tout simplement, on va être sanctionné par la plateforme et on n'aura pas de mise en avant par celle-ci. On va peut-être moins rentrer dans les algorithmes. On va aussi ternir un peu, en quelque sorte, nos relations en fait, avec Spotify France ou Deezer France. Donc il y a quand même une importance, en tout cas côté label, qui est énorme vis-à-vis de ça. Et si un titre doit être explicite, il est mentionné explicite. Voilà, c'était juste une petite précision à ce niveau. Ouais, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez intervenir sur ça? Ouais. Je vais intervenir. Parce que c'est vrai que donc j'ai travaillé pendant 15 ans en fait, au CSA sur les questions de protection de l'enfance. Et j'ai ensuite fait une thèse sur les questions de signalétique. Parce que, si vous voulez, à titre personnel, je ne pensais pas que la signalétique, c'était la réponse au problème de la représentation de la violence dans les médias. Je ne pensais pas ça. Je pensais qu'il fallait une vraie réflexion sur le fond, sur derrière la violence, qu'est-ce qu'on appelle violence, pourquoi est-ce qu'on laisse les enfants regarder autant de productions, notamment états-uniennes, dans lesquelles la violence est le seul remède contre les... Enfin bref, le seul enjeu et le seul remède à la fois, et dans laquelle elle est systématiquement récompensée, etc. Moi, je pensais ça. Mais en fait, ce qui a été possible du point de vue des diffuseurs, à l'époque, c'était les années 90, donc c'était les diffuseurs, c'était les chaînes de télévision. Ils se sont calés déjà sur ce qui se passait aux États-Unis. Et aux États-Unis, au milieu des années 90, la grande question, c'était ce qu'on appelait la V-chip, c'est-à-dire la puce anti-violence. Bon. Puce anti-violence, ça veut rien dire. Enfin, c'est un mensonge, si on peut. Ça n'enlève pas la violence, mais c'était l'idée qu'on allait pouvoir classer les programmes et que chaque parent allait pouvoir utiliser un filtre dont il choisirait le niveau. Et puis comme ça dédouanerait en fait les éditeurs de leur responsabilité sur le contenu et sur la signification de la violence. Et au CSA et en France, de façon générale, on était assez opposés à ça. En disant, d'une part, si on fait un système comme ça, avec juste une signalétique et puis ensuite une responsabilisation des parents vis-à-vis des contenus, en fait, on
on individualise, on privatise des enjeux qui sont des enjeux collectifs. Et donc, ce n'est pas une bonne chose. Ça invisibilise en fait les problèmes qui restent énormes pour les parents. Est-ce que c'est du 3, du 4, du 5 Enfin, vous voyez, ça devient très, très abstrait. Et on a quand même mis en place un système de signalétique. Finalement, c'est là-dessus que les diffuseurs et le CSA se sont entendus en disant finalement, on va dire, c'est du... Enfin, je vous passe toutes les péripéties sur la signalétique. Ça a été assez compliqué de mettre en place le système final. Et ça, c'est début des années 2000, pour vous dire que ça a pris 10 ans d'arriver à un système un peu cohérent où on avait à la télévision, un affichage de 10, 12, 16 ans, 18 ans. Donc, ce qui veut dire que pour les parents, c'est assez clair. C'est un conseil, une recommandation qui est faite par le diffuseur, qui est endossée par le diffuseur et qui est aussi associée en chaîne, sur une chaîne linéaire, donc avec une programmation par horaire, à des horaires de diffusion. Donc, ça correspond aussi à des pratiques, à des usages, etc. Et l'enquête que j'ai pu mener moi-même, quand j'ai quitté le CSA, donc enquête tout à fait indépendante, où je suis allée dans 50 écoles, etc., passer des questionnaires, c'est que en fait, ces systèmes-là très clairs, c'était très utile pour... Enfin, ce que me disaient les enfants et les parents, donc les enfants, c'était des enfants de CM2, 6e, ce qu'ils me disaient, c'est que c'était très utile pour eux et pour leurs parents. Et les parents disaient la même chose. Alors, pas tous, bien entendu, il y en avait... mais à 70%, ça leur était utile parce que c'était clair. Et à 30%, ils disaient non, parce que nous, on aime bien, en fait, on aime bien les programmes violents. Donc, il y a un enjeu là-dedans, l'histoire du marketing. Est-ce que le E, ça attire? Est-ce que dire programme et moins de 16 ans, ça attire ou pas, etc. Moi, ce que j'ai vu dans les réponses des parents et des enfants, c'est que quand les enfants ne respectaient pas, entre guillemets, la signalétique, qui est purement une recommandation à la télévision, en fait, c'était avec l'accord des parents. C'était en cohérence avec les parents et c'était parce qu'ils partageaient en fait des goûts culturels. C'est-à-dire ils aimaient les films de... Les parents aiment les films d'horreur. Il a hâte que son enfant, je ne vous dis pas que c'est la majorité, mais hâte que son enfant regarde d'autres films d'horreur ou des films policiers, etc. Et en fait, c'est pas tellement une transgression des parents. Et contrairement à ce qu'on croit, c'est pas vraiment, c'est pas tellement la dimension de transgression qui expliquait, si vous voulez, l'attitude des familles, des parents, des enfants donc des enfants, c'était vraiment moins de 12 ans, jusqu'à 12 ans. Et c'était vraiment une dimension de goût. Qu'est-ce qu'ils apprécient? Donc c'est là aussi où ça pose plein de problèmes en termes de socialisation, de quelles sont les formes de violence. Parce que, alors, là, avec cette histoire de explicite, on a un signal E qui veut dire quoi? En fait, il veut rien dire. Parce que c'est trop de choses, vous voyez. Si on ne sait pas à quel âge, c'est pas une indication d'âge. Ça peut être explicite parce que c'est très violent. C'est pourquoi? Parce qu'il y a des incitations à la violence, parce qu'il y a des références éventuellement racistes, antisémites, etc. Parce que, une fois de plus, dans certaines chansons, ce sont les femmes qui sont considérées comme du bétail, etc. Et c'est quoi? On ne sait pas. Est-ce parce qu'il y a des formes de violence, voilà. Et donc moi j'ai aussi travaillé beaucoup à la commission de classification des films, où il y avait un travail qui continue à se faire d'ailleurs pour les films qui sortent en salle. C'est des discussions qui peuvent durer une demi-heure jusqu'à 1 heure sur un film ou un aréopage d'experts, à la fois qui viennent des ministères, qui viennent des réalisateurs, qui viennent des producteurs, qui viennent des critiques de films. On discute très longtemps pour savoir, mais cette violence-là, est-ce qu'elle a du sens? Est-ce que c'est la dénonciation d'une violence? Auquel cas, on peut accepter qu'il y ait des formes de violence si ça vient dénoncer, mais ou est-ce qu'au contraire, c'est une façon de faire l'apologie de la violence? Et puis ensuite, c'est quel type de violence? Voilà. Donc, c'est pas du tout la même chose si vous êtes devant un film qui va dénoncer l'esclavage ou si vous êtes devant Squid Game qui va de façon très ambivalente à la fois dénoncer des formes de violence du capitalisme et en même temps être extrêmement complaisant avec voilà. Et donc ce E, c'est une manière, il faut comprendre que c'est une manière pour l'industrie, donc c'est un système qui vient des États-Unis, c'est une manière pour l'industrie de renvoyer la responsabilité aux parents en disant, voilà, nous, on a fait notre travail, maintenant, débrouillez-vous. Bon, mais évidemment, ça pose
une infinité de problèmes concrets quand on s'intéresse, comme moi, à ce qui se passe du côté de la réception. C'est-à-dire, alors c'est très important de savoir ce qui se passe du côté de la production, de la diffusion, donc c'est très intéressant, votre témoignage en tant que responsable d'un label, c'est très intéressant. Donc on entend que, en fait, du point de vue du label, il a plutôt intérêt à être d'accord avec les algorithmes de Deezer et Spotify, parce que sinon il va se faire taper sur les doigts, donc ça c'est intéressant, hein. Mais ensuite, ça nous dit rien de comment comment c'est reçu, comment les enfants vont avoir accès ou non, à quel âge, etc. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure sur les réseaux sociaux, c'est que, mais bon, vous le savez, vous en doutez, c'est que le premier réseau social qui est regardé, enfin qui est consulté abondamment, enfin c'est une bataille, mais pour l'instant c'est YouTube. Voilà, pour l'instant à 15-16 ans encore, c'est YouTube le premier, qui est présent sur tous les smartphones et qui est le plus utilisé. Voilà, donc c'est comme ça que les jeunes regardent le plus la musique, c'est quand même par YouTube. Donc ça veut dire que c'est les algorithmes de YouTube. Donc ça veut dire que s'il y a un contrôle parental, il a fallu que les parents s'en occupent sur le compte de Google. Donc derrière ça, c'est plein de questions sur est-ce qu'on dit la vérité aux plateformes sur son âge, est-ce qu'on ment sur son âge, est-ce que les parents vont... Si les parents contrôlent un compte, est-ce que l'enfant ne va pas très vite, vers 12-13 ans, créer d'autres comptes pour avoir accès au même contenu, mais sans que les parents le sachent, etc. Donc, c'est des questions qui sont très, très nombreuses. Et ce que je peux vous dire Voilà, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Je dirai d'autres choses. Merci. Ça me donne envie de rebondir un petit peu sur 2-3 choses que vous avez dites, mais je trouve que ce transfert de responsabilité dont vous parlez, il est assez intéressant. C'est ce qu'a fait TikTok aussi, en renvoyant la balle aux créateurs de contenu. C'est-à-dire que c'est les créateurs de contenu qui maintenant ont un paramétrage possible de dire qu'il y a un contenu explicite, pas seulement sur la musique, sur le contenu en général, et qui peut bloquer l'accès aux moins de 18 ans. Mais on voit bien la limite aussi de cette chose-là. Et après, c'est contrebalancé. Enfin, c'est toujours un jeu à plusieurs acteurs, évidemment. C'est contrebalancé par la plateforme elle-même qui s'est dotée, qui a développé un système pour reconnaître les contenus explicites, mais ou suggestifs. Donc là aussi, on est sur quelque chose où les mots-clés, on ne sait pas bien ce que c'est. Le blasphème aussi. Qu'est-ce que c'est ? Tout ça, c'est pas tellement évident en fait de savoir quels sont les. Même ils vont même jusqu'à dire qu'ils font attention aux insinuations. Donc voilà, je sais pas trop comment ils se débrouillent et ils mettent en avant le fait qu'en un mois, depuis qu'ils ont mis en place cette chose-là, en janvier, ils ont réussi à faire en sorte qu'il y a 1 million de contenus qui ont été bloqués dans les feeds des personnes de moins de 18 ans. Mais voilà, pour vous dire qu'il y a des transferts sans cesse de responsabilités qui sont assez intéressantes. Les parents sont aussi pris là-dedans. Je rebondis très rapidement sur l'histoire du contrôle parental qui est possible, mais qui n'est pas facile à mettre en place quand on est un parent, parce qu'il faut trouver les paramètres, il faut comprendre comment ça fonctionne, même si TikTok a fait vraiment des efforts là-dessus. Voilà, vous pouvez limiter... je refais une parenthèse dans la parenthèse. TikTok a mis en place une connexion familiale, donc vous pouvez connecter, lier le compte de votre enfant à votre compte en tant que parent, et vous pouvez limiter la durée, par exemple, le temps, vous pouvez paramétrer tout un tas de choses. Et TikTok a fait quelque chose que ne font pas les autres plateformes, c'est que de 13 à 16 ans, l'accès en messagerie directe est bloqué. Donc ça, c'est pas mal, parce que effectivement, on sait que par les DM, il peut se passer, par les messages privés, il peut se passer des choses de type harcèlement, etc. Voilà, donc je ferme la parenthèse sur le contrôle parental qui est effectivement pas facile et sur le transfert de responsabilité. Je reviens aussi sur l'idée de la signalétique qui ouvre le débat, et moi j'aime bien cette idée-là, c'est-à-dire qu'effectivement quand on est parent, on a besoin, et quand on est enfant aussi je crois, on a besoin de quelque chose sur quoi se raccrocher et de dire ça c'est pas pour mon âge et peut-être qu'il faut que j'en parle. C'est quand même assez intéressant de pouvoir ouvrir le dialogue sur quelque chose. Voilà, et enfin je voulais rebondir. Alors j'ai
pas spécialement fait attention, mais je crois que ça n'y était pas. Et ça pose toute la question des mots, des insinuations, de la nouveauté aussi. J'ai regardé sur YouTube le clip de Johnny Hallyday, Requiem pour un fou, qui est quand même une musique qui parle des violences, juste d'un crime sexiste en fait. Hein. Et je pense que dans les cours de récréation, si vous entendez un enfant chanter ça, vous dites il chante Johnny quoi. En fait, voilà, il y a aussi ces questions. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas nouveau en fait. Et c'est pas parce que maintenant il y a un rap que tout le monde va se tourner vers ça et dire ah les rappeurs ça va pas. Oui Johnny non plus en fait ça va pas. Il y a plein de gens ça va pas. Il y a Police qui avait fait un tube aussi Every Breath You Take I will be watching you. Je sais pas si vous voyez cette je vais pas chanter. Je ne le ferai pas. Je vois vos regards mais je ne le ferai pas. Oui, every breath you take, I will be watching you. Oh, can't you see? You belong to me. Et vraiment, si vous réécoutez cette chanson en ayant avalé la pilule rouge du féminisme, vous vous dites que ça ne va pas, en fait. Hein. C'est vraiment la chanson qui fait de l'apologie du harcèlement. Et donc, j'ai regardé ces clips avant de venir et je ne crois pas avoir vu la mention explicite. Voilà, c'est pour dire que ça passe quand même au travers aussi. Juste parce que c'est un peu plus vieux. Voilà, je m'arrête sur ça. Merci beaucoup. Je voulais juste rajouter, c'est totalement vrai. Je ne suis pas là pour défendre le rap ou quoi que ce soit. C'est un art que j'apprécie comme beaucoup d'autres. Mais en fait, c'est un fait. Dans le passé, et ça l'est toujours, il peut y avoir en fait, du contenu dans le rap qui peut être sexiste, qui peut être homophobe, qui peut être misogyne, tout. Mais en fait, c'est juste simplement le reflet de la société et je pense qu'actuellement il évolue en réalité au même rythme que la société et je trouve dans le très bon sens qu'aujourd'hui l'accueil public est plus du tout le même sur certains contenus, certaines lyrics qui peuvent être dites par des artistes et que voilà, donc c'était très intéressant. Je voulais juste rebondir sur ça et qu'effectivement dans le passé on voyait déjà ça et que ça existera sûrement toujours, mais ouais. On pourrait aussi se poser la question, est-ce que dans les générations futures, ça va changer? Parce que ce seront vraiment les enfants qui ont totalement grandi avec le numérique qui deviendront à leur tour parents. Ce que j'observe, c'est des différences sociales dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, mais qui m'ont l'air de s'accroître. Dans les milieux favorisés, ce qui m'apparaît, c'est que longtemps, dans les milieux favorisés, les parents cadres ne voulaient surtout pas de télévision dans la chambre. Puis j'avais observé que c'était les mêmes parents qui reculaient le plus possible l'âge d'acquisition d'un smartphone. Et aujourd'hui, c'est des parents qui... Alors, je n'ai pas de chiffres exacts, mais j'ai l'impression que c'est les parents qui sont les plus stricts aussi pour les réseaux sociaux. Et en même temps, c'est ces parents-là qui pourront expliquer le plus à leurs enfants comment agir, ne serait-ce que par mimétisme sur les réseaux sociaux ou sur d'autres plateformes, et qui pourront aussi s'exprimer plus facilement et probablement... je parle de généralité, il y a plein d'exceptions à ce que je dis là, mais dans les généralités, c'est quand même des différences sociales comme ça. C'est-à-dire des enfants dans les milieux populaires qui vont avoir le sentiment que... alors ça leur donne aussi de l'expérience, mais que plus on a de réseaux sociaux, plus on regarde de choses, plus on fait de choses sur le smartphone, etc., plus on apprend de choses, etc., ce qui est en partie vrai, mais aussi problématique, parce que c'est aussi des moyens par rapport aux... Comment dire, les enfants, les adolescents ne sont pas équipés pour faire face à toutes les... Parce qu'on a parlé pour l'instant plutôt de mots, donc les mots, on les comprend ou on ne les comprend pas, mais il y a aussi des images qui peuvent venir avoir des effets, plus ou moins de sidération ou d'excitation, ça dépend, etc. C'est plus compliqué aussi
à gérer. Et dans les milieux populaires, alors je suis très très simpliste en disant ça, mais on a soit des gens, des enfants et des parents qui vont considérer que plus c'est tôt, mieux c'est, parce que ça les met dans le monde moderne, etc. Il y a une aura très forte des médias numériques, et parmi ces enfants-là, il y en a qui vont développer des vraies compétences. Voilà. Mais il y en a aussi pour qui ça fait chaos, en fait. À la fois du côté de la violence, ça fait incitation à la violence, etc. Et j'ai envie de dire, la responsabilité, ce qui peut changer aussi, c'est les professionnels. C'est les professionnels de la musique qui peuvent changer des choses. En étant plus sensibles à quand même au sexisme, voilà, même si les choses sont en train de changer. Je veux dire, c'est quand même... Il y a un terreau extrêmement sexiste, et on sait qu'il est à la fois dans les productions musicales, dans un certain nombre de productions musicales, mais aussi dans le milieu lui-même. Je veux dire, voilà, il y a eu MeToo Music, il y a eu quand même voilà, des révélations, etc. Donc c'est un travail que, en fait, je pense que les professionnels aussi ont une forte responsabilité, et pas seulement les parents, effectivement. Et sur la question du futur, c'est ça moi, je suis plutôt quelqu'un de très optimiste. Je vois quand même à quel point il y a des responsabilités qui se partagent. Je vois aussi, donc on a beaucoup parlé de l'explicite, de l'exposition involontaire des enfants à un certain nombre de contenus. Je vois aussi plutôt ce que tu disais aussi, qui était faut faire toujours attention aux chambres d'écho, parce que les réseaux sociaux nous renvoient aussi effectivement beaucoup ce qu'on cherche et ce qu'on est. Mais je défends que sur les réseaux sociaux, j'ai fait mon éducation sur un certain nombre de choses, notamment féministes. Et du coup, il y a quand même cette possibilité-là de tomber sur des contenus qui sont des contenus qui éveillent à de l'esprit critique, etc. Je mets un bémol quand même, parce qu'on en a peu parlé. Il y a le contenu explicite, effectivement, mais il y a aussi, et là je pense qu'il y a un vrai travail à faire de toute la société, sur les fausses informations. 20% du contenu de ce qui circule sur les réseaux sociaux sont des fausses informations. Et là, il y a aussi quelque chose à faire de ce côté-là. Alors, il y a plein de créateurs de contenu, d'influenceurs qui passent du temps à démêler le vrai du faux, à expliquer qu'il faut avoir un esprit critique. Mais oui, là, je crois que dans le futur, c'est aussi une vraie question, même si je suis optimiste. Ouais, et justement, un des acteurs qui vient justement d'être ajouté au dernier moment, c'est aussi ces créateurs de contenu et quand même influenceurs qu'on peut peut-être parfois voir juste comme des personnes qui ont beaucoup d'abonnés, mais qui, je pense, en réalité, ont aujourd'hui une portée d'éducation populaire qui est quand même assez énorme. Pour certains, ils prennent quand même des positions. Parfois, ils n'ont même pas besoin de prendre de position, mais je pense quand même par ce qu'ils montrent de leur vie, par leur mode de vie. Moi, je pense en fait toujours à Léna Situation, qui a pu beaucoup être critiquée pour son côté peut-être capitaliste, parce qu'elle consomme beaucoup, parce qu'elle reçoit beaucoup de cadeaux, de choses comme ça. Sauf qu'à côté, Léna Situation, c'est quand même une femme racisée. C'est aussi une personne qui est entourée d'individus LGBT, qu'elle les met en avant, que c'est des amis. J'ai l'impression que c'est aussi des choses qui vont avoir un gros impact sur en fait, des populations beaucoup plus jeunes, et qui vont naturellement en fait, normaliser ces choses dans leur tête, et heureusement, bien heureusement. Donc ouais, c'est aussi un acteur, je pense qu'il y aura des acteurs qui auront leur rôle à jouer là-dessus. Complètement. Merci beaucoup. Moi, j'avais aussi pu voir une vidéo justement sur YouTube qui parlait de TikTok et de tout sur TikTok. Et il disait que justement, il y avait cet accès à un contenu qui peut effectivement les éveiller, les éduquer, etc. Mais que ça pouvait aussi bloquer leur créativité parfois. Parce que comme tout est fait dessus, tout est rapide, tout est créé, etc., la personne qui en parlait, j'avais trouvé ça très intéressant parce que justement elle disait que des fois justement quand on est enfant et qu'on n'a pas justement cet accès à toutes ces plateformes, à tous ces réseaux, on crée par soi-même et puis on a plus d'imaginaire en quelque sorte. Enfin, c'est pas très bien dit, mais voilà. Et donc des fois ça peut peut-être on peut peut-être se poser la question, est-ce que ça peut bloquer parfois la créativité des jeunes, parce que ils ont peut-être l'impression que tout est déjà là, quoi. Tout est déjà créé, voilà. Donc je voulais juste rajouter ça parce que ça m'a fait penser.
Oui, oui, et puis il y a plein de problèmes concernant l'image. On peut parler des jeunes qui se comparent ou des filtres qui posent problème de dysmorphie, etc. Ça reste que quand vous mettez un enfant de 2 ans devant un écran, c'est autant d'énergie qui passe pas à faire autre chose, on est d'accord. Et je rebondis quand même sur ce que vous disiez sur effectivement les milieux sociaux. On voit bien que quand vous êtes dans une famille qui est sensibilisée à ces questions, qui fait grand cas du bien-être de l'enfant, qui sait qu'il faut qu'il y ait quand même une vie privée de l'enfant, donc un espace dans lequel il n'y a pas les parents, donc sans surveillance, c'est quelque chose qui est là aussi. Donc de l'éducation des parents, de l'éducation des enfants, et effectivement dans les milieux qui ont le plus besoin de ça, de cette éducation aussi. Merci beaucoup. Du coup, on va pouvoir passer au dernier thème. Du coup, c'est sur la censure et la Bon, on en a déjà un peu parlé, mais j'aimerais du coup savoir votre point de vue par rapport à ça. Enfin, vous n'avez pas besoin d'avoir un avis tranché, mais c'est est-ce que du coup, pour faire un petit peu une conclusion de tout ça, comment on peut appréhender tout ça? Est-ce que vraiment il faut censurer? Vous y avez déjà un peu répondu. Est-ce qu'il faut censurer ces contenus-là? Est-ce qu'il faut les interdire? Ou au contraire, comme on l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'il faut prévenir avant ça? Et justement, quand vous êtes venu sur les influenceurs, c'est très intéressant aussi parce que c'est vrai que de plus en plus, ils partagent des valeurs qui sont quand même très importantes. Pas tous, mais il y en a beaucoup qui partagent des très très bonnes valeurs pour les enfants. Et donc, comme vous l'avez dit, les enfants sont énormément sur YouTube aussi et ils suivent beaucoup de jeunes YouTubeurs qui donnent beaucoup de bonnes valeurs, je trouve, en tout cas. Et donc voilà, est-ce que du coup, sur cette question vous pouvez parler d'autres choses si vous voulez conclure sur autre chose, mais donc là, c'était la dernière question qu'on s'était posée sur la censure et la prévention. Sur prendre mon parti là, plutôt production de musique, sur le côté création et censure, à aucun moment un label de musique n'est là pour censurer en fait la créativité de son artiste, mis à part si bien sûr celle-ci a des caractères discriminatoires ou vraiment de violence dans le sens homophobie, racisme ou quoi que ce soit. Bien évidemment, ça, aucun label et aucun artiste ne devrait faire ça, tout simplement. Mais après, la création culturelle est juste en quelque sorte le reflet quand même d'une société, de ses évolutions et de son changement. Et ça se passe pas uniquement dans la musique. On citait beaucoup tout à l'heure d'œuvres culturelles qui avaient pu jouer un peu de la violence pour avoir une portée plus forte. Ça a été aussi la même chose en réalité pour la littérature, pour tout type d'art tout simplement. Donc moi je suis plutôt contre en général la censure. Je voulais juste rajouter un petit truc. Merci, c'est super. Mais en fait, je voulais juste rajouter un petit truc par rapport à ça. Par exemple, sur les musiques qui sont créées et diffusées, souvent, par exemple, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'être dans un magasin, dans un camping ou je ne sais où, les musiques passent et il y a ces fameux bips au moment où il y a le mot injurieux ou quoi que ce soit. Et donc, est-ce que ça... moi, parfois, ça m'arrivait de trouver ça un peu ridicule. Du coup, pourquoi le passer pour le censurer? Parce que j'ai déjà entendu des musiques qui étaient presque entièrement censurées sur ces moments-là. C'est marrant de parler de ça, parce qu'en gros, à côté du label, je travaille pour une boîte qui s'appelle La Playlist et qui s'occupe notamment de faire de la curation musicale pour des entreprises, notamment des magasins. Donc moi, je travaille sur les magasins Jennifer. Et Jennifer, au niveau des États-Unis, on va dire que leur direction artistique musicale, c'est le rap américain. Mais le rap américain, contrairement aux Français, utilise beaucoup ces explicites... comment on dit ça? Quand en gros il y a des bips à la place des mots qui étaient explicites. Sauf qu'ils ont eu des retours en fait de la part des magasins qui leur disaient c'est bien de mettre des titres où en fait il y a des bips ou des choses comme ça, mais peu importe, il est suggéré au niveau en fait de la tête, le mot, et en fait il est facilement compréhensible si on a la rime avant, la phrase qui a été développée ou des choses comme ça. Mais en tout cas, ça permet quand même sur les plateformes à sûrement des enfants d'écouter ces titres avec des bips de partout. Voilà. Oui, moi je voulais juste revenir sur la censure. En fait, elle est exercée par qui aujourd'hui? Elle est exercée par les plateformes.
C'est un problème majeur, hein. C'est un problème de liberté d'expression, c'est un problème de liberté de création, c'est un problème aussi de politique culturelle, c'est un problème énorme. Ce sont les plateformes les plateformes principalement états-uniennes, sauf TikTok qui est chinoise, mais qui imposent leur censure. Hein, alors ça s'appelle la modération. Elle est principalement faite, vous avez tous vu que, enfin je pense que Amazon, Meta, etc. licencient à tour de bras, Twitter, etc. Bon, ils licencient. Pourquoi ils licencient? Parce qu'ils comptent de plus en plus sur des algorithmes, hein, sur ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Ils comptent sur des systèmes mécaniques, en fait, pour réaliser des tâches qui sont des tâches proprement culturelles, en fait. Et ça pose aussi un gros problème. Hein. C'est-à-dire, derrière cette censure, qu'est-ce qu'il y a? Il y a donc l'utilisation de techniques dont on nous raconte hein, que l'intelligence artificielle, je ne sais pas si vous avez tous essayé ChatGPT, etc. Bon, c'est quand même un peu désastreux, mais bon, c'est vraiment de la simili-pensée, mais en même temps, tout est fait en ce moment pour nous faire croire que bon, ben, c'est plus la peine de penser, en fait. Hein. On va avoir des ordinateurs qui pensent à notre place. Donc, on a des ordinateurs qui écoutent les musiques et qui savent si c'est explicite ou pas explicite. Alors, j'ai bien aimé que la manière dont vous l'avez présenté, hein, en disant c'est à partir de certains mots qu'ils ont repérés, etc. Donc, c'est pas comme ça la pensée, elle se fait pas comme ça. Je veux dire, c'est un contexte culturel. Vous savez que l'intelligence artificielle puis ces algorithmes sont à la fois entraînés et puis ils sont complétés. Ils sont complétés par des personnes hein, qui vont écouter et qui vont dire si ça franchit des seuils tels que, bon, parce que la plupart des plateformes états-uniennes, mais c'est vrai aussi de TikTok, disent qu'ils ne veulent pas voir de violence, ils ne cautionnent pas la violence. Donc, qu'est-ce qu'ils appellent violence? On n'en sait rien. Et quand ils donnent ce qui me frappe, moi, beaucoup, c'est que quand ils donnent des indications, donc vous pouvez aller sur les Transparency Reports qui sont publics, hein, vous ne trouverez pas grand-chose. Vous trouverez des chiffres, vous trouverez des statistiques qui sont extrêmement globales sur le monde entier, qui vous disent pas du tout ce que les plateformes ont modéré, censuré, etc. Il n'y a que les professionnels, en fait, qui peuvent savoir si telle ou telle musique, entre guillemets, va passer ou pas sur la plateforme, si YouTube va décider de censurer, etc. Il y a aussi tout un travail qui est fait par les associations, notamment antiracistes, de lutte contre les violences antisémites, etc., qui travaillent aussi un peu au corps les plateformes pour qu'elles censurent certains propos. Mais alors, du coup, qu'est-ce que ça... Voilà. On est face à ça. La censure, elle existe et elle est aujourd'hui, c'est une face cachée du web et elle est très difficilement accessible. Alors, on va avoir un nouveau règlement européen qui, en principe, doit permettre aux chercheurs et aux instances de régulation d'en connaître un peu plus. Hein. C'est le Digital Services Act. Mais en réalité, j'ai hâte de voir ce que les plateformes vont enfin lâcher comme information sur ce travail qu'elles font et qui est vraiment extrêmement opaque aujourd'hui. Oui, c'est clair. Alors, il y a plusieurs niveaux de lecture de la censure, mais c'est quelque chose qui est vieux comme le monde. Hernani avait fait scandale, Baise-moi a été censuré. Enfin, voilà, c'est toujours deux types de censure. La censure morale, qu'est-ce qui fait scandale à un moment, et la censure de contenus qui sont punis par la loi, en fait, hein, très clairement. Et pas seulement. Non, mais j'ai envie de faire cette... Exactement, j'ai envie de faire d'abord, avant tout, cette distinction. Et après, vous parliez de la censure qui est exercée, et je vous rejoins complètement par les États-Unis sur le contenu explicite. Et sur TikTok, où on a bien du mal, par exemple, à avoir trouvé des traces des révoltes qui ont eu lieu à Hong Kong, et où là, effectivement, c'est la plateforme qui est incriminée, et pour cause. Bah oui, parce qu'ils n'avaient aucun intérêt à ce que les révolutions soient médiatisées à cet endroit-là. Donc,
effectivement, il y a plusieurs niveaux de lecture. La censure scandale, la censure de ce qui tombe sous le coup de la loi. Et là, il faut quand même une certaine forme de contrôle. Et effectivement, cette opacité complète des réseaux sociaux, je veux dire, c'est pareil sur Instagram. Vous avez des tétons de femmes qui sont censurés, alors qu'il y a plein d'autres choses qui ne le sont pas du tout. Et donc, on voit bien que quelque chose se joue ici. Donc la censure, a priori non, évidemment. Je suis pas pour. Et puis que les gens, que les plateformes rendent des comptes sur ce qu'elles font, ça évidemment. TikTok est très opaque. On en discutait avant de commencer. Pas que sur cette censure-là, sur ce qu'ils font de nos données, sur ce qu'ils font de plein de choses. Encore une fois, pas d'angélisme à ce niveau-là, quoi. Voilà. Bon merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Merci encore d'être venu. Merci aussi aux filles, à tout le groupe, parce que comme j'ai pu le dire au début, on a eu pas mal de petites galères, mais au final, ça nous tenait à cœur de la faire ce soir et de vous avoir avec nous et avoir aussi toute la promo qui est là. Et merci Monsieur Pigevin aussi de nous avoir permis d'organiser cette table ronde que j'ai trouvée très intéressante. Voilà. Merci à tous.